Bonjour, c'est Dr Bahar. Donc, je viens vous faire le TD sur la bronchiolite aiguë chez le nourrisson. Vous avez vu certainement le cours sur la bronchiolite aiguë chez le nourrisson avec les différentes informations théoriques. Pour le TD, je vais vous fournir donc des informations purement pratiques, c'est-à-dire comment faire le diagnostic et comment prendre en charge un nourrisson qui présente une bronchiolite aiguë. Et sans plus tarder, donc, on va passer à la définition. Donc, il faut savoir qu'avant de prendre en charge n'importe quelle pathologie, il faut savoir bien la définir. Donc, c'est quoi une bronchiolite aiguë? C'est une infection virale des voies respiratoires inférieures qui survient chez un nourrisson inférieur à 1 an. Et c'est une pathologie qui est très contagieuse. Donc ici, il faut bien insister sur le mot contagieuse afin de prendre toutes les précautions pour éviter la propagation et la contamination des différents malades en milieu hospitalier. Quels sont les critères diagnostiques? Donc vous êtes médecin et vous recevez un nourrisson suspect de bronchiolite. Comment faire le diagnostic? Donc il faut savoir que le diagnostic de la bronchiolite est un diagnostic qui est purement clinique. C'est-à-dire qu'aucun examen complémentaire est nécessaire pour ce diagnostic. Donc, quels sont ces critères? Il faut y avoir un nourrisson qui est âgé moins de 1 an, qui présente des symptômes d'infection virale des voies aériennes supérieures, et à l'auscultation, il présente des sibilants diffus et ou des râles crépitants diffus. Bien sûr, tout ça dans un contexte de premier épisode de ce type. C'est-à-dire que c'est la première fois que notre nourrisson présente ces signes. Donc ici, je vous ai posté un petit arbre décisionnel pour la conduite à tenir devant une dyspnée sifflante. Donc, si on a un âge au-delà de 12 mois, donc c'est un asthme du nourrisson. Actuellement, la bronchiolite se définit comme les symptômes qui surviennent chez un nourrisson inférieur à 12 mois. Donc, si on a un âge inférieur à 12 mois avec le premier épisode, donc on a réuni les deux critères diagnostiques d'une bronchiolite et on est dans le diagnostic de bronchiolite aiguë. Si le deuxième épisode, donc ici on est entre deux diagnostics, soit bronchiolite aiguë ou bien asthme du nourrisson. Pour faire la part des choses, donc on fait un essai par les bronchodilatateurs qui sont le salbutamol. Donc si on obtient une bonne réponse, on est dans la case diagnostic asthme du nourrisson. Et si on n'obtient pas de réponse, donc on est dans la case diagnostic de bronchiolite aiguë. Pour le troisième épisode, comme on sait tous que 3 épisodes de bronchiolite définissent l'asthme du nourrisson. Donc sur cette slide, je vous ai posté 2 vidéos pour faire la différence entre les différents sons entendus lors de l'auscultation d'un nourrisson qui présente une bronchiolite. La différence entre râles sibilants et crépitants, et commençons par les râles sibilants. Voilà, donc ça ressemble à peu près à un sifflement dans un tube étroit. Et pour les râles crépitants, donc voilà, ça ressemble à peu près à des pas sur la neige. Donc, vous avez diagnostiqué votre nourrisson comme présentant une bronchiolite aiguë. Quelle est la prochaine étape? Donc, c'est les critères d'évaluation de la gravité. C'est-à-dire, est-ce que c'est une bronchiolite qui est légère, modérée ou bien sévère? Donc, parce que ça diffère pour la prise en charge ultérieurement. Donc, il faut savoir que l'évaluation en elle-même dépend de plusieurs critères. Donc, l'état général et ou comportement, les signes de lutte représentés par le tirage, la prise alimentaire, la saturation en oxygène et bien sûr la fréquence cardiaque et respiratoire. Ici donc, il faut noter que la mesure de la fréquence respiratoire se fait sur 1 minute, surtout pour donc les jeunes nourrissons, car leur respiration peut parfois avoir des irrégularités du rythme ou bien des pauses respiratoires.
Donc ici, je vous ai donné deux tableaux qui regroupent les valeurs normales de la fréquence cardiaque et respiratoire selon les différents âges pédiatriques. Donc sur cette slide, on voit l'image de l'oxymétrie du pouls, donc par l'intermédiaire d'un dispositif appelé oxymètre du pouls ou bien le saturomètre. Donc ce saturomètre nous permet de mesurer la saturation du sang ou bien des globules rouges en oxygène. Il émet des lumières infrarouges absorbées par le sang et indique bien sûr un chiffre qui est la saturation du sang en oxygène. Donc, je vous ai posté également deux vidéos concernant le tirage et les battements des ailes du nez. Donc, le tirage, c'est l'utilisation des muscles respiratoires accessoires lorsqu'on a une détresse respiratoire. Donc, on va voir la vidéo ensemble. Ici, sur la vidéo, donc c'est un tirage qui est sous-costal pour ce bébé. Combien qui fait température? Voilà, c'est l'enfoncement du thorax en bas. Et pour les battements des ailes du nez, Recherchez en battement des ailes du nez. Ce nourrisson a un battement des ailes du nez. Ce battement correspond à une dilatation des narines lorsque le nourrisson inspire. voilà. Donc, après avoir évalué la gravité, donc on va réunir tous ces critères donc, dans ce tableau afin de définir les formes cliniques, donc légères, modérées et graves. Donc, comment faire l'interprétation de ce tableau? Donc, pour les formes légères, donc il faut les formes légères sont définies par la présence de tous les critères. C'est-à-dire, pour qu'une bronchiolite soit classée comme légère, il faut que l'état général soit normal, la fréquence respiratoire soit inférieure à 60, la fréquence cardiaque soit normale, c'est-à-dire pas de tachycardie ni de bradycardie, absence de tirage ou bien un tirage qui est léger, la saturation doit être au-delà de 92% et l'alimentation doit être supérieure à 50% des apports habituels. Donc, si notre nourrisson répond à tous ces critères, sa bronchiolite, elle est classée comme légère. Pour les formes modérées, donc les formes modérées sont définies par la présence d'au moins un des critères, des formes modérées bien sûr, non retrouvés dans les formes graves. C'est-à-dire que si notre nourrisson répond à tous les critères de la forme légère avec un seul critère modéré, il est classé comme modéré. Et il faut qu'il y ait absence totale des signes de gravité. Donc, pour la forme grave, donc les formes graves sont définies par la présence d'au moins un des critères graves. C'est-à-dire, pour qu'une bronchiolite est classée comme une bronchiolite grave, donc un seul critère de gravité permet de définir la bronchiolite comme grave. Les critères de vulnérabilité, c'est quoi? Donc, c'est des critères qui vont définir les nourrissons fragiles. C'est-à-dire, sont les nourrissons qui ont des risques de complications plus élevés par rapport aux autres nourrissons. Donc, c'est un peu décalé. Donc, quels sont les critères de vulnérabilité? On a l'âge inférieur à 2 mois, car risque d'apnée. On a la prématurité inférieure à 36 semaines. Comme on sait tous qu'un nourrisson prématuré est un nourrisson fragile. L'existence de comorbidités, cardiopathie, pathologie pulmonaire chronique ou neuromusculaire ou déficit immunitaire. Et bien sûr, association des critères environnementaux tels que le contexte social et ou économique ou intellectuel défavorable des parents. Donc, passons aux différents scores de la bronchiolite. Donc, auparavant, on utilisait le score de Biermann et Pearson. Donc, avec ces différents paramètres, fréquence respiratoire, wheezing, cyanose, tirage. Après avoir donc fait faire la somme des différents paramètres, donc on score la bronchiolite légère entre 1 et 6, une bronchiolite modérée entre 7 et 9 et une bronchiolite sévère entre 10 et 12. Actuellement, donc le score utilisé, c'est le score de Wong modifié, le tableau en bas. Donc les différents paramètres utilisent la fréquence respiratoire, les sibilants ou crépitants, les signes de lutte et l'état général. Bien sûr, on voit sur la case en haut numéroté de 0 jusqu'à 3 et on fait le score de chaque paramètre. Par exemple, pour la fréquence respiratoire, si on a une fréquence respiratoire entre, par exemple, la 45,
ou bien à 44. Donc, le score de cette fréquence respiratoire pour notre malade est de 1. Pour notre malade, si on a par exemple l'existence des sibilants durant toute l'expiration, donc ici, le score des sibilants pour notre malade est 2, et ainsi de suite, donc afin d'obtenir donc le score total du patient par l'addition des différents scores étudiés. Et ici, donc, l'interprétation de score de Wang. Donc, si on a un score entre 0 et 3, la bronchiolite est sans critère de gravité. Si on a un score de 4 à 7, la bronchiolite, elle est de gravité modérée. Et si on a un score de 8 à 12, la bronchiolite, elle est dite sévère. Donc, arrivant à l'hospitalisation, il faut savoir que lors de la bronchiolite aiguë, l'hospitalisation, elle n'est pas toujours indiquée. Donc, quand hospitaliser le nourrisson, si on a la présence d'un signe de gravité, bien sûr, un seul signe de gravité indique l'hospitalisation du nourrisson. Si on a la présence d'un critère de vulnérabilité, car dans ce cas, le nourrisson, il est fragile et risque de complications. Et si on a les formes modérées nécessitant une oxygénothérapie ou un support alimentaire, bien sûr, à l'hôpital. Quand transféré en réanimation, donc on transfère notre nourrisson en réanimation s'il y a la constatation d'apnée, s'il y a un épuisement respiratoire et s'il y a l'augmentation rapide des besoins en oxygène. Ici donc la respiration de notre patient, elle devient inefficace et c'est l'indication d'hospitaliser notre nourrisson en service de réanimation pédiatrique. Donc ici, je vous ai posté donc l'arbre décisionnel concernant l'hospitalisation, donc que vous pouvez trouver donc dans les recommandations de l'HAS 2019 concernant le diagnostic et la prise en charge de la bronchiolite aiguë. Donc, lorsqu'on reçoit un nourrisson qui présente une bronchiolite aiguë, il faut d'abord chercher les critères de gravité. Donc, la présence d'un seul critère de gravité classe la bronchiolite comme forme grave. Donc, c'est l'indication d'emblée d'hospitalisation comme on voit en rouge à droite. Donc, pour les formes modérées, l'hospitalisation, elle est indiquée sauf en cas de saturation inférieure à 92, donc il nécessite une oxygénothérapie en milieu hospitalier, ou bien lorsque l'alimentation elle est inférieure à 50%. Ici, donc le nourrisson nécessite une alimentation entérale, bien sûr, en milieu hospitalier. Quand et quel bilan réaliser? Donc, comme la bronchiolite est une affection virale et que le diagnostic il est clinique, donc les examens complémentaires ne sont pas nécessaires sauf dans certaines formes. Donc, pour les bronchiolites non hospitalisées, aucun bilan est fait. Pour les bronchiolites hospitalisées, c'est au cas par cas. Donc, la radiographie du thorax, elle est demandée si forme grave ou à visée diagnostic différentiel, c'est-à-dire si on n'arrive pas à faire la part des choses entre bronchiolite ou un autre diagnostic, on peut demander donc une radiographie du thorax. On demande une FNS avec une CRP si on a une fièvre, sachant que les affections virales peuvent causer une fièvre, mais lorsqu'on a une fièvre qui persiste, donc où on a une suspicion d'une surinfection bactérienne, ici donc c'est l'indication de demander un bilan infectieux. La gazométrie, bien sûr, elle est demandée en cas d'épuisement. Donc ici, je vous ai posté une radiographie du thorax lors de la bronchiolite aiguë. Donc il faut savoir que la radiographie du thorax ne montre pas des signes, c'est-à-dire bien spécifiques, sauf donc des signes d'hyperinflation, représentés donc par une horizontalisation des côtes, un élargissement des espaces intercostaux et bien sûr aplatissement des hémicopoles diaphragmatiques. En général, c'est la radiographie type lors d'une bronchiolite aiguë du nourrisson. Arrivons au chapitre traitement. Donc, il faut savoir que pour la bronchiolite, il n'existe pas de traitement spécifique, c'est-à-dire un traitement étiologique, et que tous les traitements qui existent, donc, c'est des traitements purement symptomatiques. Donc, commençons par les thérapeutiques non médicamenteuses. Premièrement, l'isolement. Donc, vu que c'est une pathologie très contagieuse, donc l'isolement est indiqué soit à domicile par rapport aux autres nourrissons s'il existe, ou bien à l'hôpital par rapport aux autres malades. Donc, il faut insister sur le lavage des mains. Donc,
à domicile pour les parents et bien sûr à l'hôpital pour tout le personnel médical et paramédical. Et la désinfection des surfaces, bien sûr, parce que c'est une pathologie qui est contagieuse. La position du patient. Donc, actuellement, pour les nouvelles recommandations, la position recommandée, c'est la position décubitus dorsal plat. Par contre, la position proclive à 30 degrés, elle est indiquée sauf en cas de détresse respiratoire parce qu'il y a donc le risque de fausse route. Donc, la désobstruction nasale, fréquente par drainage rhinopharyngé. Donc, il faut savoir que c'est la manœuvre la plus importante dans la prise en charge et est indiquée dans toutes les formes, quelle que soit la gravité de la bronchiolite. Donc, et la bonne hydratation et nutrition du nourrisson. Donc, pour l'image à droite, elle montre la position proclive à 30 degrés. Donc, on voit que le nourrisson est allongé, la tête soulevée à 30 degrés par rapport au sol. Donc, pour éviter les fausses routes, mieux installer la tête, c'est-à-dire tourner la tête à côté. Donc, pour le mouchage des bébés, donc avant de commencer cette manœuvre, il faut préparer le matériel. Donc, on a besoin des petites dosettes de sérum physiologique avec des compresses stériles. Avant de commencer, bien sûr, il faut insister sur le lavage des mains de la maman ou bien de l'infirmière qui va pratiquer cette manœuvre. Donc, pour commencer, comme on voit sur l'image à gauche, donc on installe le nourrisson soit en position décubitus latéral ou bien décubitus dorsal, la tête tournée sur le côté. Donc, par la main gauche du praticien, donc on fixe la tête du nourrisson et avec le pouce, on ferme la bouche pour mieux évacuer les sécrétions. Donc, par la main droite, on va maintenir donc la dosette, on va la vider sur la narine supérieure, vider toute la dosette de sérum salé et bien sûr, attendre que le nourrisson excrète les différentes sécrétions par l'autre narine située en inférieur, bien moucher le bébé et bien essuyer par une compresse stérile. Bien sûr, laisser le nourrisson déglutir et respirer et on va refaire cette manœuvre plusieurs fois, donc jusqu'à obtention d'une bonne libération des voies aériennes supérieures. Pour le support nutritionnel, donc l'alimentation maintient un bon état d'hydratation du nourrisson. Le fractionnement de l'alimentation est actuellement recommandé. Les nouvelles recommandations donc recommandent un fractionnement d'alimentation et ne pas interrompre les apports caloriques nécessaires. Donc, en se basant sur les données de score de Wong modifié, donc si on a un score inférieur à 4, l'alimentation peut être donnée par voie orale fractionnée réduite à 2/3 de l'apport habituel. Si on a un score situé entre 4 et 8, l'alimentation entérale est indiquée. Entérale, c'est par l'intermédiaire d'une sonde nasogastrique et bien sûr, elle est réduite à 2/3 de la ration habituelle. Si on a un score au-delà de 8, il faut discuter la réhydratation intraveineuse, qui est également discutée si on a un échec de l'alimentation entérale. La nébulisation de sérum salé hypertonique, utilisée auparavant, actuellement, elle est non indiquée. La kinésithérapie, actuellement, elle est non indiquée. La seule indication, si on a l'existence de comorbidités associées, par exemple, si on a l'existence d'une pathologie respiratoire chronique ou neuromusculaire, donc cette kiné va aider le nourrisson à bien vider les différentes sécrétions donc des voies respiratoires. Donc, pour l'oxygénothérapie, les indications sont la saturation inférieure à 92, ou bien si on a une saturation inférieure à 95, avec association des signes de gravité, soit cyanose, gémissement, signes de lutte ou bien difficultés alimentaires. L'utilisation donc des lunettes de l'oxygène est préférée, donc comme le bébé donc qu'on voit donc sur la photo. Donc, cette oxygénothérapie, elle vise à avoir une saturation au-delà de 94 en éveil et 91 au sommeil. Et le sévrage d'oxygène, il est recommandé lorsqu'on a une saturation égale à 92 chez un nourrisson stable, sans comorbidité et sans désaturation brutale,
plus de 3 heures. Donc, pour le support de ventilation respiratoire, donc c'est-à-dire c'est la respiration assistée. Donc, les indications si on a non-amélioration ou aggravation d'existence des signes d'épuisement, par exemple une saturation inférieure à 92 persistante sous oxygène, ou bien une acidose respiratoire lorsqu'à la gazométrie on trouve un pH inférieur à 7,34 et une PCO2 au-delà de 45 mm de mercure. Pour les traitements symptomatiques médicamenteux, donc pour les bronchodilatateurs, salbutamol et terbutaline, bien sûr lentement utilisés pour la prise en charge de bronchiolite auparavant. Donc pour les nouvelles recommandations, ne sont pas indiquées. Peut-être la seule indication, c'est lors du deuxième épisode, comme on a déjà vu pour la première slide. Donc pour différencier entre diagnostic de bronchiolite aiguë et asthme du nourrisson, donc on fait un essai par l'intermédiaire donc des bronchodilatateurs salbutamol et pour juger la réponse par la suite. Pour les corticoïdes sous ces différentes formes, péros, IV ou inhalés, ne sont pas indiqués. Et bien sûr, pour les fluidifiants et antitussifs, ils sont formellement contre-indiqués chez le nourrisson. Pour l'antibiothérapie, donc, sachant que c'est une affection bien sûr virale, une antibiothérapie, elle est indiquée sauf si surinfection bactérienne confirmée ou fortement suspectée. Par exemple, lorsqu'on a une fièvre qui persiste au-delà de 48 heures, lorsqu'on a une CRP qui est positive avec hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, ou bien un foyer radiologique en dehors des signes d'atteinte virale. Donc ici, on donne au nourrisson une antibiothérapie à base d'amoxicilline à raison de 100 mg par kilo par jour. Donc, pour la surveillance en ambulatoire, donc à l'aide des parents, il faut bien expliquer les signes d'alerte afin de connaître et ne pas passer bien sûr à côté d'une forme grave. Donc, au milieu hospitalier, les différents paramètres de surveillance sont la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, le score de Wong modifié et la prise alimentaire. Pour les critères de sortie du patient, donc lorsqu'on a une amélioration clinique stable, lorsqu'on a une saturation au-delà de 92 sous air ambiant, lorsqu'on a une bonne prise alimentaire au-delà de 50% des ingestats habituels, et bien sûr la bonne compréhension des signes d'alerte par les parents. Arrivant à la fin, donc quelques consignes données aux parents. Commençons par des obstructions systématiques du nez. Donc, elle se fait plusieurs fois par jour. Donc, elles sont faites avant les repas et les siestes, bien sûr pour permettre aux nourrissons de bien dormir et de bien manger. Et elles sont faites par du sérum physiologique, du sérum salé isotonique, bien sûr, à 9/1000. Donc, le deuxième paramètre, c'est la surveillance de l'alimentation du nourrisson. L'alimentation doit être fractionnée. Il faut respecter les apports caloriques nécessaires. Et si l'alimentation, elle est diminuée à moins de 50% des apports habituels, il faut consulter. Éviter le tabagisme passif. Il faut bien expliquer aux parents fumeurs que le tabac représente un facteur aggravant. Respecter les règles d'hygiène par le lavage des mains régulier avant et après le mouchage. Et bien sûr, la surveillance stricte de l'enfant avec les signes d'alerte. Il faut savoir que la toux peut persister jusqu'à 4 semaines. Une toux qui persiste au-delà de 4 semaines ou bien l'existence des signes de lutte, il faut consulter. Donc ici, je vous ai posté la fiche pratique pour la prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë avec les différentes formes légères, modérées et graves avec les différents traitements indiqués. Et bien sûr, arrivant à la fin de cette présentation, donc j'espère que je vous ai donné les différentes notions pour une prise en charge pratique d'une bronchiolite aiguë chez le nourrisson. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour n'importe quelle question. Et merci pour votre attention et bon courage.